Ploa, simplifier la banque pour faciliter la vie. 17h07, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau de cette émission. Le club Le Châtelier qui se transforme en club des experts que je vous présente tout de suite. Valérie Nataf, bonjour, merci d'être avec nous. Patrick Martin-Genier, merci d'être avec nous mon cher Patrick, on vous connaît bien, spécialiste des questions européennes et internationales. David Rigoulet-Rose, merci de revenir également sur ce plateau, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, et Christian Mégrolis qui est resté avec nous, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. Merci beaucoup d'être resté avec nous pour cette émission. Alors je voudrais qu'on commence avec le pont de Crimée, l'affaire du pont de Crimée. L'explosion il y a quelques jours avait été une énorme claque pour le Kremlin compte tenu de ce qu'il représente, on l'a beaucoup dit, on en a déjà beaucoup parlé. Alors évidemment pas question pour Vladimir Poutine de laisser cet attentat impuni. Écoutez. L'acte terroriste arrivé sur le pont de Crimée est une autre confirmation de cette réalité. N'importe quelle infrastructure est en péril. Le régime de Kiev organise des purifications ethniques, organise des meurtres de civils, organise des tortures de civils. Ils publient eux-mêmes les preuves de leurs méfaits, ensuite ils les effacent, mais il est trop tard. Alors, évidemment, la grosse claque pour le Kremlin, on l'a dit, et Nivin Potros, chose assez étonnante, en tout cas, les services secrets russes nous le disent, ils ont déjà trouvé les coupables. Alors effectivement, non seulement ils ont déjà trouvé les coupables, mais ils sont surtout parvenus à reconstituer ce scénario. Ils ont absolument tous les détails de cette opération qui aurait été menée selon le FSB eh bien, au début du mois d'août. Tout se passe à Odessa, dans le port d'Odessa précisément. Là, un bateau va embarquer direction la ville de Roussé en Bulgarie. À bord de ce bateau, un engin explosif qui va ensuite prendre la direction d'un autre port, le port de Poti en Géorgie. À partir de là, c'est un camion qui va prendre le relais, un camion géorgien qui va venir prendre le contenu de la cargaison et qui va ensuite se diriger vers la capitale arménienne, la ville d'Erevan. Alors à partir de là, un premier contrôle est effectué pour bien tout simplement regarder ce que contient ce camion, la cargaison, la nature, en tout cas les documents sur la nature de la cargaison auraient été changés par les Ukrainiens, ce qui aurait tout simplement permis aux Ukrainiens d'avoir le feu vert de la douane pour ensuite circuler librement. Direction ensuite la Russie et plus précisément la ville d'Amavir. Là, un deuxième contrôle est effectué et encore une fois avec des documents qui auraient été falsifiés une deuxième fois. Alors le FSB les publie, ces documents. On y voit quoi? Eh bien tout simplement le contenu, ce que contient ce camion, les détails, surtout la destination, une société en Crimée. Nous sommes le 8 octobre et ce camion, eh bien, il va prendre la direction justement de la Crimée et de la ville de Simferopol. C'est là, le 8 octobre à 6h03, eh bien, qu'il va exploser sur ce fameux pont de Crimée. Voilà le parcours de cet engin explosif selon le FSB qui évidemment a trouvé les coupables. La personne derrière cette opération, c'est évidemment un Ukrainien, c'est cet homme, Kirill Budanov, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien qui a emprunté pour l'occasion une fausse identité avec un faux numéro de téléphone. Il a été épaulé par ces deux hommes dont le FSB publie là aussi la photo. Alors il n'était pas trois puisque au total les Russes sont parvenus à identifier 12 complices. On a la liste exacte des personnes impliquées avec leur nom, leur nationalité, mais également la mission, ce pourquoi ils avaient été engagés. Ces différentes personnes, par exemple, elles étaient en charge du transport. Une personne qui se faisait appeler Levan était un courtier, alors on ne connaît pas exactement son rôle. Et il y a également un Ukrainien qui était impliqué. Lui, il avait tout simplement donné son nom pour pouvoir enregistrer un téléphone. Alors, et si on se concentre sur le camion maintenant, Nivin? Alors effectivement, on a le scénario, on a les coupables, on a évidemment l'objet qui a servi au crime, c'est ce camion qui a été identifié, repéré par le FSB, qui est parvenu même à regarder l'intérieur, le contenu de ce camion. Que contient-il? Eh bien, grâce au rayon X, eh bien, les Russes sont parvenus à dire ceci. Le camion contenait 22 palettes de rouleaux de film plastique
pour un total de 22 tonnes et c'est à l'intérieur de ces palettes qu'aurait été dissimulé l'engin explosif. Voilà la version très détaillée du FSB. Alors évidemment, les Ukrainiens ne sont pas du tout convaincus par cette explication. Ils ont repéré plusieurs incohérences, notamment une incohérence sur cette fameuse photo au rayon X. Je vous les montre, ces deux différences repérées par les Ukrainiens, on les a entourées en rouge. D'abord la roue de sécurité qui est présente sur la vidéo publiée par les Russes, mais qui patatras disparaît de la photo au rayon X. Et puis encore plus gros, le nombre de roues du camion, hop, certaines roues ont disparu. C'est pas très crédible selon les Ukrainiens. Merci beaucoup Nivine. Christian Maigrelis, ça ressemble à un mauvais James Bond là, non? Ah oui, mauvais James Bond. Ouais. C'est très curieux, très amusant. On se demande comment le chauffeur a pu réchapper à l'attentat. Il a dû abandonner le camion, je ne sais pas. Mais... Non, nous, ça nous a fait penser à... Vous savez, l'enquête sur Daria Dugina, où on nous a trouvé une suspecte tout de suite, qui avait laissé sa carte, voilà, oui. Sa carte militaire sur place, etc. Avec la croix gammée par-dessus le marché. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas crédible une demi-seconde? Non. Non. C'est un montage. Il fallait bien donner une explication, on l'a trouvé. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer, peut-être vous pourriez m'expliquer, David Rigoulet-Rose, il fallait bien trouver une explication, comme le dit Christian Maigrelis. Ce qu'on comprend, si on adhère à cette thèse de, effectivement, cette enquête qui a été menée par le FSB, ce qu'on comprend en premier lieu, c'est que le FSB, ils sont pas très bons. Vu le chemin qu'a parcouru le camion et que tout ça n'a pas été intercepté, c'est quand même, non? Bah oui, enfin, on peut dire qu'il y a une enquête express, hein. Alors déjà, oui. qui est couronnée de succès, semble-t-il. Mais ça pose effectivement, comme vous soulignez, le problème de la compétence, parce qu'il y a quand même eu un parcours en camion en Russie. Ben, c'est ça. Avec des documents qui ont été modifiés. Et là se pose la question éventuellement de la corruption. Non pas dans un autre pays, mais en Russie même. Qui n'est pas soulevé lors de l'enquête en question. Puisqu'il y a les nationalités qui sont évoquées, mais il doit y avoir des Russes. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de Russes. Il n'y a pas de Russes, justement. Si, il y a 5 Russes. Il y a 5 Russes, 2 Ukrainiens qui ne sont pas mentionnés de manière explicite. Il n'y a pas de drapeau russe. Voilà. Donc, qui ont été arrêtés par le FSB. Dans les 8 personnes, il y a 5 Russes. Mais ils ne sont pas mentionnés dans le listing. Ah oui. Ils ne sont pas dans le listing, oui. Effectivement, le FSB a dit on a arrêté 8 personnes. Ils sont des complices, oui. Dont 5 Russes. Voilà, et là, ils ne sont pas dans le listing, ils ne sont pas dans les drapeaux. Voilà, donc effectivement, c'est un peu à l'image de l'enquête sur l'assassinat de la fille. Alors, si on essaye, voilà les complices, voilà, ça c'est pas les arrêtés, ce sont les complices, voilà, c'est ceux qui sont nommés. Si on essaye de comprendre, comme on essaye de le faire depuis que ce camion a explosé, à qui profite le crime. Alors peut-être ça peut être les Ukrainiens, on ne sait pas. L'ancien président Petro Poroshenko, il y a 2 jours, me disait, ce sont des opposants manifestement et ce qu'ils ont fait est très très bien, mais sans me dire que c'était les Ukrainiens qui l'avaient fait. Est-ce que le crime peut venir de l'intérieur de la Russie? Et là, je vais me tourner vers vous, Patrick Martin-Genier, juste après vous avoir fait écouter ce que nous a dit le général Yakovlev sur le plateau ces dernières heures, parce qu'il a une théorie qu'il a pu bâtir grâce à la présence du train sur le pont. Écoutez. Alors vous voyez, il y a beaucoup de travées, il y a beaucoup de piliers. Il y a un train qui est arrêté exactement à l'endroit où pète le camion. Là, je veux dire par là, ce camion aurait pu exploser une travée avant, une travée après, il n'aurait eu aucun impact sur le train. Et le train a eu un impact sur le pont parce qu'il a brûlé pendant des heures. Et donc mon idée, c'est que pour savoir que ce train serait là à ce moment-là et tout, il fallait avoir accès à la planification des trains, il fallait avoir accès à la SNCF locale, si vous voulez. Donc il y a quelqu'un dedans qui a fuité, oui, russe a priori. Donc soit quelqu'un a fuité délibérément, soit il a fuité sans savoir. Mais ce camion a explosé à cet endroit-là, à ce moment-là, à 6h07 en plus, qui est gentil pour éviter de tuer beaucoup de civils. C'est un bon moment, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça aurait pu donner un prétexte pour faire cette campagne de bombardement massif dont on parle depuis 3 jours, peut-être venant de l'opposition la plus dure à Vladimir Poutine, enfin de l'opposition la plus, oui c'est ça, la plus dure. Oui, en fait, on est quand même réduit à faire des conjectures, des hypothèses, parce que c'est vrai que c'est la plus grande confusion qui règne. Toutes les hypothèses sont possibles. Évidemment, M. Podolyak, le conseiller présidentiel de Volodymyr Zelensky, avait dit que ce pont devait être détruit un jour et qu'il étant illégal, que ce soit volontaire ou involontairement, il devait être détruit. D'un autre côté
réalité. On sait qu'aujourd'hui, il y a effectivement une poussée des nationalistes de l'extrême droite qui poussent Vladimir Poutine à intervenir. Et donc, cela peut être une provocation. Vous évoquiez également la corruption, c'est une possibilité. Je crois qu'il y a des luttes de clans. Et que, en effet, au vu de ce qui vient d'être dit, il ne faut pas exclure une provocation qui, effectivement, serait là pour expliquer, en quelque sorte, ces bombardements massifs. Mais en réalité, ça ne change rien du tout. Parce que ça fait monter d'un cran la tension. À qui profite le crime ? Effectivement, on peut voir aujourd'hui que c'est Vladimir Poutine qui en a largement eu le bénéfice en, de nouveau, faisant cette campagne de terreur, en développant le terrorisme, et plus uniquement dans la partie est de l'Ukraine, mais dans toute l'Ukraine. Donc ça peut justifier effectivement son intervention, sachant que, vous l'avez vu avec ce Conseil de sécurité qui s'est réuni à Moscou, on ne parle plus de guerre, on parle de terrorisme sur des États qui appartiennent à la Russie. Et donc Vladimir Poutine l'a encore dit aujourd'hui, toute action terroriste contre les républiques annexées entraînera des ripostes très très importantes. Donc on peut voir que jusqu'à présent, effectivement, ça a essentiellement profité aux Russes. Il ne faut pas expliquer effectivement une lutte de clans au Kremlin, une poussée effectivement de la pression nationaliste. J'ai deux petites choses à dire. La première, effectivement, sur le terrorisme. Est-ce qu'on peut se rappeler que la guerre en Tchétchénie était appelée une opération antiterroriste? Donc on voit bien que le mot terroriste est utilisé de manière aussi généreuse, si j'ose dire, par les Ukrainiens et par les Russes. Donc il y a là une bataille de légitimité sur le combat à mener. La deuxième chose, pour que le FSB nous fasse savoir qu'il y a des Russes, d'après eux, qui sont impliqués dans cet attentat, c'est aussi une manière de dire nous allons réprimer les opposants sur notre propre sol. C'est une forme de légitimation de la répression qui va s'exercer contre les opposants. Et juste une chose également, et c'est le général qui était en plateau tout à l'heure qui nous a dit ça, et c'est vrai que ça semble assez logique. Quand la campagne de bombardement est mise en place 48 heures après, ça a commencé à taper 48 heures après, tout était très coordonné, ça a tapé à plusieurs endroits en même temps, etc. David Rigouleiro, ça ne se met pas en place en 48 heures ce genre d'opération? Non, évidemment. C'était prévu avant. Donc est-ce que ça pourrait être, pardon, je vais juste au bout de mon raisonnement, est-ce que ça pourrait être aussi, on parlait tout à l'heure d'un prétexte des oppositions ultra à Poutine, mais même un prétexte qu'aurait utilisé Poutine lui-même? C'est très difficile. On est dans la culture de la maskirovka, c'est-à-dire une stratégie à plusieurs entrées pour justement ne pas arriver à identifier les commanditaires. Et vous évoquiez, c'est à juste titre, la guerre en Tchétchénie. On peut rappeler qu'elle a été déclenchée par un immeuble qui avait été fait sauter et qui avait donné le prétexte au déclenchement de la guerre la deuxième guerre de Tchétchénie. Donc voilà, on retrouve des éléments troublants, similaires. On ne peut pas se prononcer de manière définitive, mais effectivement, il faut être très très prudent parce qu'il y a une stratégie russe de la maskirovka depuis très longtemps, ce qui n'exonère pas nécessairement la partie ukrainienne. Absolument. Voilà. Mais je pense qu'il faut être très prudent, justement pour éviter de rentrer dans des affirmations qui pourraient être invalidées par la suite. Alors, pourquoi tout cela? Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi ce billard à 3, 4, 5, 12 bandes d'ailleurs? Parce que les Russes n'arrivent pas à terminer cette opération spéciale qu'ils ont lancée à la fin du mois de février. La preuve sur le terrain, donc on va aller dans le sud. Vous savez qu'il y a un front à l'est et un front au sud. Dans le sud, c'est Thomas Misraki qui s'y trouve à Kryvyi très exactement. On n'est pas très loin de Kherson, en gros entre Kherson et Zaporijjia. Et alors ce qu'on commence à entendre, Thomas, c'est que l'espoir des Ukrainiens, même si c'est peut-être un espoir vain, et vous direz les uns les autres ce que vous en pensez ensuite, l'espoir des Ukrainiens, c'est de pouvoir approcher le plus possible Kherson avant la fin de l'année, avant Noël. Pour l'instant, pour tout vous dire, le front sud il est actif, c'est-à-dire que les deux parties, les Russes et les Ukrainiens se tirent dessus, mais ils ne bougent pas beaucoup. Dans la région de Dutchani, par exemple, les Ukrainiens ont détruit un dépôt de carburant, ils ont détruit aussi un poste russe. Un tout petit peu plus au nord de ce point-là, 5 localités ukrainiennes sont retombées dans l'escarcelle des Ukrainiens, dans la région de Berislav. Mais encore une fois, même si ce front est actif, pour l'instant, et ces derniers jours en tout cas,
il ne bouge pas beaucoup ce front. Là où les Russes, eux, sont actifs, c'est sur le front de l'énergie, puisque depuis le 1er octobre, eh bien, ils ont touché 30% des capacités ou des sites énergétiques en Ukraine, et ça pose un vrai problème aux Ukrainiens. Il y a encore des coupures de courant, par exemple dans la région de Soumy ces dernières heures, même si les Ukrainiens tentent de rétablir ce courant au fur et à mesure. Des bombardements, il y en a eu aussi beaucoup dans la région de Zaporijjia, c'est pas très loin de là où nous nous trouvons vers l'est. Par exemple, une centaine d'obus cette nuit sur la ville de Nikopol. Une fillette de 6 ans a été grièvement blessée. Cette ville de Nikopol, c'est un petit village en fait qui se trouve sur le Dniepr, et juste en face de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui elle, une fois encore, a été déconnectée du réseau et qui fonctionne avec des générateurs diesel. Et pour ce qu'il en est de l'armement maintenant, les choses sont aussi en train de bouger, parce qu'on a appris que les Russes étaient en train de transférer de l'équipement lourd, notamment une vingtaine de chars T-72 de la Biélorussie vers les deux fronts les plus actifs, c'est-à-dire à l'est dans le Donbass et ici dans le sud aux alentours de Kherson. Et du côté des Ukrainiens, ça c'est la bonne nouvelle pour eux, les 4 HIMARS, ces lance-roquettes multiples qui avaient été promis par les Américains il y a quelques semaines, eh bien, sont arrivés sur le territoire ukrainien. Ils vont pouvoir être utilisés très rapidement, et on le sait, ces armements sont très efficaces dans le type d'offensive que mènent les Ukrainiens, peut-être d'ailleurs sur le front sud. Nous nous sommes rendus, et je termine avec ça, à une centaine de kilomètres de Kherson vendredi dernier, donc dans cette petite localité de Dutchani. Eh bien, là où nous nous sommes rendus vendredi dernier, pour l'instant les combats continuent de faire rage, et la ligne de front n'a absolument pas bougé d'un iota dans ce coin-là. Thomas Misraki depuis Kriviri avec Axel Charles Messens et Lucas Prévost pour les images. Alors on reviendra sur ce que disait Thomas à l'instant au sujet de la guerre énergétique. C'est effectivement sans doute assez efficace pour ce qui concerne les Russes. Mais je voudrais d'abord qu'on aille voir Nivine Potros sur les cartes, Nivine, pour comprendre ces 5 villages dont nous a parlé Thomas. Alors effectivement, on vous les a situés sur la carte, les voilà, les 5 villages libérés aujourd'hui par les Ukrainiens. On est au nord-est de Kherson, on est vraiment dans un mouchoir de poche parce qu'il y a à peine 20 km entre les villes les plus éloignées. Et comme à chaque fois, eh bien, sur les réseaux sociaux, les autorités ukrainiennes communiquent avec par exemple cette photo publiée quelques heures seulement après la libération de la ville de Chernobyl. Quelques heures après la libération de cette ville. Alors, comme d'habitude, les autorités ukrainiennes communiquent. Pourquoi? Parce que Thomas le disait, il ne se passe pas grand-chose sur la ligne de front. Elle bouge très peu. Voilà la ligne de front actuellement. Je vais vous montrer celle de la semaine dernière, plus précisément du 6 octobre. Rien ou presque n'a bougé. Je vous remonte celle d'aujourd'hui. Et à nouveau celle du 6 octobre, vous le voyez, pas de changement majeur à signaler. Alors pourquoi? Eh bien Thomas, pareil, le disait, d'abord les Ukrainiens sont en train de se réorganiser sur le terrain. Ils ne sont pas en train d'attaquer. Ils ont subi ces 48 dernières heures des frappes massives de la part des Russes. Ils n'ont donc pas attaqué à proprement parler. Et puis, encore une fois, Thomas le disait, les Russes aussi, ils se réorganisent, ils se redéploient. Ils sont en train de recevoir effectivement sur le terrain eh bien, du matériel, du renfort, ce qui fait eh bien, que le rythme s'est décéléré. On n'est pas du tout sur ce que l'on a connu en début de semaine dernière, où là, ça avait été très vite avec 500 km² repris en seulement une semaine par les Ukrainiens. Je vous remontre cette offensive du début de semaine dernière, 3 octobre. Vous le voyez, cette zone bleue qui va progressivement eh bien, se prolonger vers le sud. On n'est pas du tout sur ce même rythme. Là, les choses ont stagné. La reprise de Kherson, elle aussi, pourrait intervenir eh bien, dans des délais bien plus longs que ce que les Ukrainiens espèrent, parce que d'abord, il y a beaucoup de soldats à l'intérieur. On parle de jusqu'à 20 000 soldats russes, des troupes d'élite. La ville, elle est fortifiée et surtout, la ville, elle est encore habitée. Il y a encore des habitants dans la ville, ce qui va là aussi complexifier les choses pour les Ukrainiens et allonger les délais de cette contre-offensive dans le sud. Merci beaucoup, Nivine. Et c'est vrai qu'on avait entendu les autorités ukrainiennes il y a quelques jours dire, même d'ailleurs au mois de septembre, dire on a en gros 90 jours avant que le front ne se fiche. Ça nous amène à peu près à la fin du mois de novembre. Après, ce sera compliqué. Et on le sait, Zelensky l'a dit, il faut aller le plus loin possible dans l'offensive, le plus rapidement possible. À un moment, on ne pourra plus avancer. Oui,
Effectivement, parce que là, en plus, il y a la période de la Rasputitsa qui arrive. La boue, ouais. Où avec les blindés ont plus de difficultés à se déplacer. Donc c'est toute la question de la mobilité, de la logistique qui est posée. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y avait l'idée d'une blitzkrieg, entre guillemets, pour avancer le plus loin possible. Et inversement, Poutine veut tenir, parce qu'il sait que lui, il a intérêt à ce que ça traîne. Ouais, ne serait-ce que pour, comme il y a eu la mobilisation, effectivement, ça va prendre du temps. Mais c'est la culture russe, c'est-à-dire c'est donner du temps au temps, en étalant à la fois géographiquement et temporellement. Là, il a encaissé des défaites, des déboires sévères, mais il pense qu'à terme, le quantitatif russe va pouvoir prévaloir sur effectivement le qualitatif ukrainien, on va dire. Et donc il attend, en sachant que le temps, il pense, à tort ou à raison, que le temps joue pour lui. Alors c'est sans doute le cas également dans le Donbass où on va retrouver Michel Scott. Comme ça on aura fait un point sur les deux fronts et après je vous montrerai une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui est assez lunaire sur le gouverneur de Louhansk, le nouveau gouverneur russe, qui nous explique pourquoi les Ukrainiens en fait sont contre eux et comment on va faire pour les vaincre. Vous allez voir, c'est édifiant. D'abord, on va aller voir Michel Scott qui est à Svitoyrsk, c'est dans le Donbass, un endroit où d'ailleurs Liseron Boudoul nous disait tout à l'heure, les Russes aimeraient bien bâtir un certain rideau de fer pour essayer justement de fixer leur position. 3 mois d'occupation russe ont laissé des traces sur ces communautés qui viennent d'être libérées. Ici à Svitoyrsk ou à Liman, pas très loin, la proximité des lignes de contact entre les deux armées a provoqué en fait pas mal de dégâts sur les bâtiments, sur les infrastructures. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau ici. On comptait 8000 habitants à Svitoyrsk avant la guerre, ils ne sont plus que 600 et ils ne comptent que sur l'aide humanitaire pour survivre. C'est la première priorité du maire de la ville que nous avons rencontré tout à l'heure, reconquérir la confiance de tous ces gens, d'autant qu'une partie de la population en fait s'est assez accommodée de la présence de l'ennemi pendant ces mois d'occupation. Ils sont russophones, parfois nostalgiques de l'Union soviétique et ils croyaient que le basculement vers l'ordre de Moscou serait définitif. Il n'en a rien été, mais la normalisation ukrainienne ne sera pas si facile que ça va prendre un petit peu de temps, d'autant que la guerre est loin d'être finie et que les lignes de front sont encore toutes proches. Michel Scott avec Gabriel Orillon et Pauline Lormand. C'est vrai, il me semble que c'est vous Valérie qui disiez la semaine dernière, en fait dans ces zones où on est russe puis ukrainien, puis russe puis ukrainien, on a des populations qui sont effectivement un petit peu déboussolées et qui disent parfois moi ce que je veux c'est que ça s'arrête en fait. Oui, enfin, il n'y a pas besoin d'être dans des zones touchées par des invasions ou des occupations successives. Pour le commun des mortels, la première chose, c'est vivre en paix, manger, envoyer ses enfants à l'école. Et donc, forcément, on ne se rend pas compte, parce que nous, ça fait bien longtemps que la guerre n'a pas été sur notre sol, on ne se rend pas compte des traumatismes divers que vivent les populations. C'est totalement détruit, ces images de Bakhmout. Alors, je vous ai promis une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, franchement, elle vaut le coup. C'est à Louhansk, donc on est dans le Donbass, ça fait partie des zones qui ont été annexées, toujours avec les guillemets de circonstances par les Russes. Et alors là-bas, figurez-vous qu'on a trouvé la raison de la résistance ukrainienne et donc la solution pour faire plier cette résistance ukrainienne. Et c'est le nouveau dirigeant, toujours avec des guillemets, nouveau dirigeant russe de la zone qui nous explique. Regardez. Это русские люди, в которых вселился бес. Вот. И мы идем их не убивать, мы хотим, чтобы их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем 1 миллион, 5 миллионов, хоть всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноваты и вам надо lечиться. Christian Maigrelis, vous l'aviez vu cette vidéo ou pas? Oui, je l'avais vue tout à l'heure. C'est quand même, elle est effrayant. Elle est sidérante de violence. Et on a même du mal à comprendre de la part d'un soi-disant dirigeant politique d'employer ces mots d'extermination. Enfin, je veux dire. Satan, oui. On est en train d'organiser un exorcisme général. Oui, voilà, c'est un exorcisme général. Et ça fait partie du discours de toutes les élites nationalistes et ultranationalistes à Moscou. Aussi violente que ça? On le voit. Aussi violente que ça? J'en ai entendu aussi violente que ça à Rosia Adin, il y a 1 mois ou 2. Parce que là, c'est la télé. Les Ukrainiens comme le diable, c'était le mal. D'ailleurs, le patriarche Kirill, il a dit nous nous battons contre le mal. Il l'a dit en tant que patriarche de l'Église orthodoxe. On comprend mieux pourquoi les Ukrainiens
disent qu'il y a des tentatives génocidaires. Quand on entend parler, on comprend mieux la réaction des Ukrainiens qui a pu nous choquer au début parce qu'on ne comprenait pas, mais la tentation génocidaire, elle s'exprime là. Mais Patrick, c'est fou. L'extermination, c'est Poutine lui-même